Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodjibi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Heureux de vous retrouver encore une fois. On est ensemble, c'est vendredi. On décompresse, mais on prend le temps quand même de suivre l'actualité, de la décortiquer avec tout ce que l'actualité nous a offert cette semaine. Vous le savez, la question du blocage du pétrole nigérien a soulevé des vagues au point où on a quand même pu parvenir aujourd'hui, on va le dire, à une levée de ce blocus-là. Et dans quelles conditions c'est intervenu? Nous allons en parler au cours de ce débat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ishola Digui, bonsoir. Bonsoir Peggy Ludovic Dagba, je salue tous les auditeurs et auditrices de la radio Diaspora. Merci d'être avec nous. Emmanuel Tambéré, bonjour. Bonjour Monsieur Peggy, bonjour à tous les auditeurs, à toutes les auditrices. Vous avez rejoint récemment la barque. Oui, c'est avec plaisir que je suis aussi toujours là pour ensemble décortiquer l'information et l'actualité. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes un activiste des réseaux sociaux, vous n'êtes pas journaliste, mais vous êtes féru de l'information puisque c'est votre matière. Merci d'être avec nous. Vous avez suivi un peu la suite ou les développements qui ont suivi cette information qui était, le show gras de cette émission vendredi dernier. C'est bel et bien le blocage du pétrole nigérien, le chargement dans nos eaux. Et ce blocage a été levé. Oui, pour le bonheur des peuples. Et cette semaine a été vraiment chaude. On a vu tout le monde s'exprimer de sa façon. Chacun, on ne sait plus si d'autres cherchaient de la visibilité, si vraiment c'était des propositions, mais on a eu chacun quand même à donner son avis. Et nous étions là. Et la bonne nouvelle est tombée. Il y a eu levée on dit levée provisoire, mais nous espérons que ce va être définitif. Et nous remercions tous ceux qui ont joué un rôle déterminant. C'est vrai que on ne l'a pas vu venir, mais c'est toujours bien. Tout ce que nous souhaitons, c'est ce qui est arrivé, c'est la décision de lever les sanctions et que maintenant les discussions profondes soient menées pour que ce ne soit pas, qu'on n'entende plus, qu'on lève le provisoire pour que ça devienne définitif. Et nous souhaitons vraiment que les relations continuent de s'améliorer. S'il y a levé, ça veut dire que quelque part, il y a quand même quelques solutions qui ont été trouvées. Et nous souhaitons vraiment que ces solutions soient plus renforcées et que, voilà, les pays frères et amis le demeurent pour toujours. Voilà. Alors, cette levée est intervenue grâce à la médiation de la Chine. C'est exactement ce que je disais, puisque la dernière fois, on a proposé des médiateurs, mais il nous a échappé. Alors que, on devrait aussi peut-être l'envisager, parce qu'il fait partie même, et la Chine est partie intégrante du projet. C'est la cheville ouvrière du projet. Exactement. Donc, il fallait y penser. Et c'est quand même très bien. Ils sont venus à moins de 24 heures, et puis, voilà, les sanctions ont été levées. Nous félicitons la diplomatie de la Chine et nous souhaitons vraiment qu'elle soit toujours là pour apaiser les tensions entre les deux pays. On dirait que la Chine a eu la solution. Oui, la Chine a eu la solution stratégique. La Chine a été très très diplomate et moi ça m'a quand même un peu ça m'a fait plaisir et sourire un peu aussi parce que un problème qui quand même qu'on voyait quand même assez grand, on dirait que ça n'a pas vraiment été, ça n'a pas été le cas pour le médiateur. Il n'a pas été si difficile à solutionner. Voilà, le médiateur n'a pas vraiment beaucoup souffert. On espère que, on apprend aussi que quelque part c'est la preuve de l'humilité de certaines personnes, de certaines personnes parties intégrantes ou des autorités, surtout béninoises. Tout est bien, qui finit bien. Nous sommes contents de ce qui se passe, de la décision qui est prise. Et nous félicitons encore une fois beaucoup la Chine pour sa diplomatie.
Et en même temps, beaucoup, le chef de l'État béninois, qui a quand même eu le courage de lever ces sanctions, qui a montré sa bonne foi, voilà, à trouver vraiment une solution. Il avait dit, et il le prouve, bon, on peut l'interpréter aussi autrement, mais le plus important, c'est qu'il a été humble et qu'il a encore une fois cédé. Il n'a pas voulu jouer au Django. Non, il a cédé. Et bon, quelque part, bon, je pense qu'il n'a pas laissé quand même. Il a vu loin. Il a pensé à son peuple. Et il n'a pas trop écouté aussi ceux-là qui le poussaient à enfoncer le clou. Parce que on a entendu, on a lu plusieurs personnes encouragées, plusieurs personnes disent le chef de l'État tient le peuple nigérian par les testicules, qui nous percute à 2 coups. On a entendu, on a vu tout ça, on a lu tout ça. Bon, ça, ce n'était pas vraiment des solutions ce n'était pas une manière d'aider à trouver une solution. Cette fois-ci, je pense que, bon, grâce encore une fois à la Chine, on est revenu à terre et puis nous sommes contents de ce qui a été décidé. Et nous pensons que voilà, l'économie va souffler, que peut-être la population aussi ne va pas être pincée pour répondre aux besoins de l'État. Donc nous sommes fiers d'être béninois, nous sommes fiers de la décision, nous sommes fiers de voir ce projet se concrétiser pour le bonheur des 2 peuples, frères et amis. Voilà. Là, c'est une lecture gentille de la situation. Nous sommes... Bon, tout le monde a été gentil, tout le monde a joué un rôle, chacun a remis la balle à terre pour que les choses se passent bien. Donc il faut que nous soyons gentils. Comme je l'ai dit, quelque part, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aidé au début, qui n'ont pas vraiment aidé, qui poussaient plutôt de l'huile sur le feu. Exactement. Faisant croire au chef de l'État que non, c'est bien d'être campé. Non, c'était pas vraiment ça la solution. Et je pense que si depuis le début, on avait trouvé une diplomatie peut-être pour que ce soit provisoire et en étant en train de résoudre les problèmes en sourdine sans que le peuple ne soit informé, ça aurait été même mieux. Mais là, on a vu, bon, on peut aussi interpréter autrement, on peut parler d'une défaite du Bénin, et ça, c'est pas bon. C'est le côté qui n'est pas bon, puisqu'il y a eu d'abord sanctions, et après on a couru pour ouvrir notre frontière, ils ont refusé d'ouvrir notre frontière. C'était comme déjà une première défaite. Aujourd'hui encore, dans le bras de fer, on a été les premiers encore à céder, c'est comme une autre seconde défaite. Mais, comme je l'ai dit, si le chef de l'État devait considérer ces aspects, on n'en finira pas. Donc, Dieu merci. Et ça, c'est parce que, quelque part, les conseillers, les personnes autour, même parfois quelques presses, ne l'ont pas aidé dans cette affaire. Donc, nous sommes très contents quand même que, au-delà de tout, il a vu, il a peut-être pesé, il a vu que s'il devait garder sa position, c'est le peuple qui allait en souffrir et il est sur un mandat hautement social. Donc, il ne faudrait pas que certaines choses personnelles, de l'ego, viennent perturber son choix d'être hautement social. Donc, voilà, certainement aussi ça a joué. Et nous sommes très contents quand même et nous le disons merci. D'accord. Issola Djiguin, vous piaffiez d'impatience d'intervenir. Et j'imagine, dites-nous, vous, tout cela vous suggère quoi? Je crois que dans notre parution du mardi passé, nous avons titré ceci que crise Niger-Bénin. Et si le général Tiani débandait ses muscles et privilégiait l'intérêt des peuples? Je crois que dans tous les cas de figure, il faut que nous nous réjouissons de cette situation et saluer la médiation chinoise puisque elle-même, elle a intérêt, n'est-ce pas, à ce qu'il y ait des gels dans cette situation pour qu'elle puisse continuer par tirer, n'est-ce pas, les retombées de ces investissements, ces lourds investissements qui ont été consacrés à la construction du pipeline querellé. Et donc, c'est heureux que tout se soit passé ainsi et que le chef de l'État béninois
je crois, il a fait preuve de bonne foi depuis le début, depuis l'ouverture de la frontière. Mais c'est du côté nigérien qu'on a déploré un peu le fait que le général ait, n'est-ce pas, appliqué la rigueur militaire, alors qu'ici, il dirige un État, il dirige un pouvoir politique. Et donc, ce qu'on fait au camp ne doit normalement pas être en arriver, n'est-ce pas, à se prévaloir sur les intérêts du peuple. Et donc, c'est heureux que la situation soit, n'est-ce pas, un peu dégelée pour que... C'est provisoire, il faut le noter. C'est provisoire. Et par rapport à ça, j'ai déploré quelque chose. J'ai vu beaucoup de Béninois. C'est vrai que tout le monde, de façon combustincielle, on a appelé le chef de l'État, n'est-ce pas, à faire baisser la température, à se départir de son ego pour aller vers son homologue du Niger. Mais les partis politiques soutenant les actions du chef de l'État ont essayé d'enfoncer le clou. Ils l'ont soutenu, n'est-ce pas, dans cette façon de foncer tête baissée, que nous avons d'ailleurs déploré dans la gouvernance actuelle du pays, les partis politiques de la mouvance, alors que ceux de l'opposition ont en appelé, n'est-ce pas, à la bonne foi du chef de l'État, à l'humilité du chef de l'État. Et vous savez tout le charivari qui est arrivé après ça, on a qualifié Yahi Boni et son parti politique de tous les noms d'oiseaux. On l'a affublé de tous les péchés d'Israël. Et aujourd'hui, je crois que la situation lui donne raison. Je ne suis pas un homme politique comme beaucoup le prétendent. Et je ne fais partie d'aucun parti politique, d'aucune sensibilité politique, mais je dis les choses de ma position de journaliste, la manière dont je vois les choses, dont cela pourrait, n'est-ce pas, être analysé pour, n'est-ce pas, éclairer la lanterne de l'opinion des auditeurs, ceux-là qui nous suivent. Et donc, c'est une situation que j'ai déplorée et j'ai suivi également Tometi, le professeur Tometi en appelé Simon Narcisse Tometi, qui a appelé le chef de l'État à discipliner sa troupe, ses partis politiques, ceux qui soutiennent ses actions. Et donc, de toutes les manières, en tout état de cause, je crois que le dégel est venu et il va falloir que les négociations, les pourparlers se poursuivent pour que définitivement on puisse clôturer cette page, et on puisse, n'est-ce pas, et transcender nos différentes vicissitudes, les égos qui ont prévalu de part et d'autre pour qu'on en soit arrivé à une crise entre le Bénin et le Niger. Il va falloir que de l'autre côté du Niger, que Tiani, n'est-ce pas, en arrive également, le général Tiani en arrive également à faire prévaloir, n'est-ce pas, un certain nombre de ressources à son niveau pour que désormais la frontière puisse être également ouverte pour que le Bénin et le Niger puissent reprendre, n'est-ce pas, à filer le parfait amour comme c'était le cas par le passé. Et donc aujourd'hui, je crois que tout le monde doit pouvoir se réjouir de cette situation parce que je crois, le Bénin et le Niger, tous deux, étaient perdants. Et le Niger et le Bénin étaient perdants. Et surtout le Niger, c'est ce que beaucoup de personnes oublient. Le Niger, c'est le Niger qui était parti, n'est-ce pas, pour beaucoup perdre. Ils ont même préconisé la construction sous le feu de la colère à Birato, comme on le dit souvent. Et le général Tiani et sa bande soldatesque préconisait la mise en place, la construction d'une raffinerie à Gaïa, tout comme si cela pourrait être fait de but en blanc, du jour au lendemain. Je crois que Paris n'est pas construit en un seul jour, et donc je ne crois pas que c'est... Encore moins Cotonou. Encore moins Cotonou, et donc c'est pas seulement en 2-3 jours qu'on va se mettre... Même les Russes, ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, détenir cette espèce, n'est-ce pas, de construire une raffinerie en 2-3 jours, en une semaine même. Et donc aujourd'hui, il va falloir, n'est-ce pas, se départir ou transcender et en arriver, n'est-ce pas, à se mettre au-dessus de toutes les considérations d'autres souverainistes, néocolonialistes et tout le reste pour, n'est-ce pas, entendre raison, pour privilégier véritablement les intérêts des deux peuples. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut que les autorités nigériennes, n'est-ce pas, fassent baisser désormais l'adrénaline,
à leur niveau pour que nous puissions reprendre nos relations comme cela se fait entre les deux peuples. Je crois que c'est seulement au niveau du sommet qu'il y a problème. Entre le peuple nigérien et le peuple béninois, surtout ceux du septentrion, je crois qu'il n'y a aucun problème. Des deux côtés, les mouvements se passent de part et d'autre en toute aisance. Et ça continue, n'est-ce pas, de se passer correctement entre les deux peuples. Et donc aujourd'hui, il faut que les négociations, les pourparlers entre les trois parties se poursuivent. Et c'est heureux que finalement les autorités nigériennes aient pu en arriver à entendre raison, puisque entre-temps, ils se sont rendus compte peut-être, puisque c'est les autorités, elles, excusez du peu, se sont rendus compte que elles étaient elles faisaient fausse route. Et puis finalement, elles se sont rachetées en passant par leur douane, qui a finalement pas saisi par écrit la douane béninoise, et puis le DGL est venu par là. Et donc aujourd'hui, il faut que le général Tiani et toute sa bande soldatesque, comme je le dis, puisse prendre conscience du fait que les deux États n'ont aucun intérêt à se battre. Bien au contraire, cela va arranger les colons, que ce soit russes, que ce soit français et américains et tout le reste. C'est ceux-là que la situation va surtout arranger, puisqu'ils n'ont aucun intérêt à nous voir ensemble. Et il faut que les chefs d'État de part et d'autres puissent prendre conscience d'une pareille situation pour ne plus retomber, n'est-ce pas, dans un tel différend, dans un tel travers, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, Ishola Diguin, qu'est-ce que la Chine aura mis dans la balance pour remporter, comment dirais-je, ce blocage, la levée, voilà, de ce blocage? Non, écoutez, c'est les intérêts. Il n'y a pas deux choses. Vous savez, le général de Gaulle disait que les États n'ont pas d'amis, mais des intérêts. Ils n'ont que des intérêts. Que des intérêts. Ici, il s'agit également des intérêts. Je crois que la Chine s'est beaucoup investi et a engrangé ou a engouffré beaucoup d'investissements en termes de milliards dans cette histoire. Puisque c'est à travers sa société WAPCO qui a eu, n'est-ce pas, qui est adjudicataire de ce marché en son temps. Et puis, cela s'est construit. Et vous voyez, vous savez, les investissements qui ont été engloutis, que ce soit par le Bénin, le Niger et puis la Chine, c'est les trois parties. En grande partie la Chine, parce que ça a été, construit sur fonds chinois. Sur fonds chinois. Donc, vous voyez, donc, la Chine a donc intérêt à faire en sorte qu'il y ait des gels pour ne pas perdre autant d'investissements consentis à ce niveau dans ce projet. Donc on peut dire que la Chine n'a compté que sur son intérêt pour rallier les deux frères qui ne s'entendaient pas. Mais c'est légitime que la Chine puisse, n'est-ce pas, se baser, s'appesantir sur ses intérêts. Tout ce qu'elle a pu dépenser pour la construction de ce pipeline, pour, n'est-ce pas, ne pas laisser les deux éléphants se battre pour que finalement elle-même puisse en arriver à empathie et perdre tous ces investissements. Puisque entre-temps, vous le savez, les gens avaient commencé par mijoter un déviement de pipeline vers le Togo et d'autres vers le Cameroun, vers le Nigeria, j'allais dire, en synergie avec le Cameroun. Or, par le passé, ce sont des stratégies qui ont été agitées du côté nigérien. Et puis, cela n'a pas prospéré. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on va encore retourner à cette stratégie qui n'avait pas prospéré et pour finalement tout perdre, pour tout foutre en l'air, comme on le dit de façon prosaïque. Et donc aujourd'hui, la Chine a tout intérêt à faire en sorte que les retombées qu'elle doit, n'est-ce pas, tirer de ce pipeline soient sauvegardées.
Donc, telle est la raison pour laquelle je ne vois pas la Chine rester derrière pour tout finir par tout perdre. Et donc, c'est heureux que elle-même, comme l'a recommandé d'ailleurs les autorités nigériennes en temps, elles ont dit à la Chine, n'est-ce pas, d'aller s'entendre avec l'État béninois pour que les choses puissent reprendre de plus belle. Et donc, aujourd'hui, c'est heureux. On se réjouit tous que la situation soit en arrivée là. Et puis, il faut poursuivre aussi. Je crois que les trois parties finiront par en arriver à une solution consensuelle, puisque les pourparlers sont actuellement en cours. Et récemment, en amont, le chef de l'État béninois a reçu une forte délégation chinoise à ce propos. Et donc, je crois que l'espoir est permis. L'espoir est permis dans quel sens? Est-ce que l'espoir est permis dans le sens d'une très probable réouverture de la frontière très très prochainement? Bon, je crois que je ne suis pas dans le secret de Dieu et il ne m'appartient pas non plus de mettre la charrue avant le bœuf. Attendons de voir, n'est-ce pas, les conclusions qui vont sortir des pourparlers qui sont actuellement en cours. Je pose la question parce que ce qui a semblé énerver le chef de l'État béninois, c'est la persistance de la fermeture de la frontière. Et dans le même temps, on lui dit de faciliter le transit du produit stratégique, le produit le plus stratégique en matière économique du Niger vers le monde, vers les destinataires qui en ont besoin. Et il a semblé comprendre qu'il lui fallait créer l'incident pour obtenir ce qu'il veut. Maintenant, on lui demande de lever la sanction, de lever le blocus, mais on ne lui donne pas de garantie nécessaire que dans un avenir très très proche, la frontière sera ouverte. Oui, c'est vrai que on ne lui donne pas encore des garanties, mais nous ne savons pas tout ce qui est inscrit à l'agenda, n'est-ce pas, des partis qui sont appelés, n'est-ce pas? Ce n'est pas de votre habitude, Ishola Djiguin, vous êtes trop optimiste dans ce domaine. Non, je crois ici qu'il s'agit de... Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Non, je sais que il s'est absolument rien passé, mais ici, je vois l'intérêt de notre État, l'État béninois, puisque nous sommes aussi patriotes, et c'est notre pays. Nous avons intérêt à faire en sorte que le pays puisse marcher et que tout va pour le mieux, et plutôt que, n'est-ce pas, d'encourager les gens à aller dans le mauvais sens, à foncer tête baissée pour finalement se retrouver dans la falaise, pour que tout le peuple béninois se retrouve également dans la falaise, pour que désormais on dit on fera, n'est-ce pas, on fasse disparaître, j'allais dire, le peuple béninois et tout le Bénin, parce que le Bénin à l'origine c'est un nom sacré, et donc quiconque viendrait, n'est-ce pas, s'amuser avec la vie du Bénin, je ne parle pas du peuple béninois, du Bénin. Attention, ceux-là, je crois qu'ils rencontreront garçons sur leur chemin. Et puis, même de là-haut, je crois que les ancêtres, les pères fondateurs de ce pays interviendront, se retourneront dans leur tombe 1001 fois et venir, n'est-ce pas, et être même amené à griffer ceux-là qui pourraient, n'est-ce pas, être amenés à jeter de l'huile sur le feu pour que le Bénin brûle. Et donc aujourd'hui, nous sommes des patriotes et rien ne s'est passé. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, nous ne savons pas tout ce qui est inscrit à l'agenda, n'est-ce pas, des partis qui sont actuellement autour du même table pour discuter de la question. Mais dans tous les cas de figure, il faut qu'on attende un peu, n'est-ce pas, les conclusions de ces pourparlers pour savoir si, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'espoir pourrait être permis dans le sens de l'ouverture de la frontière. Puisque je comprends le chef de l'État quelque part. Je ne peux pas je ne peux pas avoir tout fait, n'est-ce pas? Montrer ma bonne foi jusqu'à un niveau donné pour que de l'autre côté, on ne fasse pas de concessions. Non, c'est le chef de l'État béninois qui a œuvré, qui s'est activé, n'est-ce pas, en son temps, pour que les frontières soient fermées. Mais à un moment donné, il a dit, attention, le peuple souffre. Et par rapport à ça, il
faudrait que je reprenne mon bâton de pèlerin pour aller vers mes pères et plaider pour que la frontière soit ouverte. Mais on l'a fait de notre côté. Mais de l'autre côté, on se prévaut sur des considérations impérialistes ou je ne sais quoi, pour, n'est-ce pas, maintenir, fermer les frontières. On parle de bases militaires, alors qu'on n'a aucune preuve. Les gens se sont seulement tablés sur un vieux reportage d'un confrère français pour prétendre, n'est-ce pas, que le Bénin abriterait des terroristes qui sont, n'est-ce pas, qui menacent la sécurité au niveau du Niger. Et donc, aujourd'hui, tout le monde s'est rendu, j'allais dire, les autorités nigériennes surtout, peut-être se seraient rendues compte de ce que elles ont fait fausse route et que c'est un vieux élément et que elles-mêmes se sont mis dans une posture qui est affiliée à la manipulation du peuple. Et donc aujourd'hui, tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Donc il faut que le peuple et les autorités nigériennes, le général Tchiani, puissent, n'est-ce pas, ouvrir la frontière. Je crois que à la fin, il faut espérer, comme je l'ai dit, il faut espérer qu'à la fin des pourparlers actuels, qu'on puisse aller aussi ou tendre vers cela pour que les frontières soient véritablement ouvertes. Je crois que je ne suis pas dans le secret de Dieu, comme je l'ai dit, mais la question pourrait être abordée au cours de ces pourparlers, puisque si les éléments... Moi, je pensais même que l'élément fondateur ou l'élément fondamental de ces pourparlers devait tourner autour de l'ouverture de la frontière, puisque c'est la condition sine qua non mise posée par le chef de l'État, le président Patrice Talon. Oui, c'est vrai, mais ici, on a parlé du blocus. Vous me demandez d'ouvrir ou d'autoriser, le chargement à nouveau. Mais voilà, qu'est-ce que vous dites de ce que moi je veux dans cette affaire? Non, ici, le problème qui est survenu, n'est-ce pas, est venu du blocus que le chef de l'État a imposé. Mais le blocus, pourquoi? Le blocus de l'embarquement de pétrole. Oui, mais pourquoi? Oui, parce que de l'autre côté, il n'y a pas d'effort. Les lignes n'ont pas bougé. Les lignes n'ont pas bougé là-bas. Et donc, le chef de l'État s'est senti exaspéré. Il s'est senti frustré, en bon humain. À bon droit? Ah oui, en bon humain, il devait être, avec tout cet effort qu'il a eu à réaliser et que les autorités nigériennes continuent de faire la sourde oreille, mais c'est inadmissible. Encore que là, ce qui a davantage frustré, de mon point de vue, le chef de l'État, c'est le fait qu'on est passé par des entreprises privées, des opérateurs économiques pour venir l'informer. L'informer de ce que une délégation nigérienne viendrait faire l'inauguration du pipeline. Attention là, on s'est moqué de nous. Je voyais même la partie nigérienne dans une partie de guiolade. On a brûlé la voie diplomatique et on passe par des privés, mais attention, aucun État ne pourrait l'accepter, même chez eux. Moi, je le vois même faire pire. À la place du chef de l'État béninois, je vois les autorités nigériennes faire pire. Parce que ce sont les militaires. Si jamais elles connaissaient une situation comme celle-là. Oui, comme celle-là. Et donc, personne ne pourrait l'admettre, y compris le chef de l'État béninois et son peuple. Et donc, voilà, il a fallu qu'il crée l'incident pour qu'on en arrive aujourd'hui à un dialogue. Et donc, il faut espérer que cette question-là également puisse être mise sur la table et que chaque parti puisse, n'est-ce pas, déverser sa colère pour finalement harmoniser les points de vue. Parce qu'on dit souvent que c'est des contradictions que jaillissent la lumière. Et donc, il faut que désormais, cette question-là aussi soit tranchée et que cela soit résolu pour que nous puissions repartir sur de très bonnes bases, on fait table rase du passé pour repartir sur de très bonnes bases. Et du point de vue diplomatique surtout, des relations diplomatiques entre le Bénin et le Niger. Parce que nous n'avons aucun intérêt, ni le Niger, ni le Bénin. Aucun de nous n'a intérêt à faire en sorte qu'il y ait crise entre les deux pays. Parce que c'est un peuple qui est lié par des liens séculaires qui ne datent pas de notre époque. Voyons, donc, il faut que de chaque côté, on puisse privilégier cet aspect de la question pour qu'à chaque fois qu'il y aura problème, on puisse, n'est-ce pas, surpasser ces velléités pour ne pas en arriver à une crise qui pourrait nous amener sur un terrain comme ceux
le terrain que nous sommes en train de déplorer actuellement. Alors, Emmanuel Tambéré, dites-nous, finalement, la Chine pourrait être un médiateur rêvé pour régler le problème de la frontière bénino-nigérienne qui reste fermée. Ah, bien sûr. Je pense que ils ont déjà bien commencé. Ils ont permis à ce que le chef de l'État cède, ce qui doit aussi permettre à ce que le général aussi cède. Ils ont peut-être d'autres armes que nous ignorons. Ils ont peut-être d'autres arguments que nous ignorons. Mais ils ont intérêt à vraiment aider, ou bien à forcer, je vais dire, si je peux utiliser le mot, à forcer le général à ouvrir la frontière parce que là, on a déjà cédé à beaucoup de leurs caprices. Et je pense que là, la seule preuve qui reste à eux de nous prouver que bon, ils sont aussi de bonne foi, ils veulent vraiment que les choses se passent bien, c'est d'ouvrir la frontière. Il faut qu'ils comprennent une chose. Il y a une façon de gérer le pays et il y a une façon de gérer les relations internationales. Ce n'est pas la façon dont vous êtes venu gérer votre pays, ce n'est pas la même façon que vous allez imposer aux pays voisins. Non, ce n'est pas la même philosophie que vous allez imposer aux pays voisins. Il y a la diplomatie internationale, il y a Et ça, il faut expliquer un peu cet aspect des choses aux populations. Parce que la cohabitation impose des règles. Bien sûr. Est-ce que, dans ce cas précis, les règles de cohabitation, les règles de bon voisinage sont en train d'être respectées? Non, là, c'est ce que nous déplorons. C'est ce que nous déplorons depuis. C'est vrai que, quelque part, quand il y a un problème entre deux personnes, c'est que chacun a sa part de responsabilité. C'est vrai. Au début, le Bénin, avec l'adhésion de la CEDEAO, était vraiment motivé à respecter la décision de la CEDEAO. Puisque c'est une décision commune, c'est une décision entre États et c'est une décision suprême même aux décisions d'un État. Donc, ils ont voulu vraiment montrer leur bonne foi à respecter les décisions supérieures. Mais ce faisant, c'est vrai, ça a peut-être été poussé un peu plus loin, mais que quand il s'est rendu compte, quand le Bénin s'est rendu compte que bon voilà, il y avait trop de pression, il y avait déjà la limite était déjà franchie, il faut revoir, il faut descendre, et ils ont concédé. Maintenant que on se base toujours sur cette petite erreur du début pour continuer toujours par créer d'autres choses, pour dire qu'il y a des bases militaires. Bon, je pense que ça, le Bénin était tellement ouvert en disant venez vérifier ces sites-là, venez. Tout le monde a vu combien le Bénin est disposé à faire visiter une délégation nigérienne tous les sites qu'ils ont cités pour dire que c'est des bases militaires françaises qui sont installées. Et bon, voilà, donc ce qu'on disait, c'était que vraiment qu'ils comprennent que pour des raisons de bon voisinage, ce n'est pas les règles militaires qui doivent s'appliquer. Ce n'est pas du tout... ce n'est pas un camp militaire. La sous-région, les relations internationales, ce n'est pas un camp militaire également. Ce n'est pas les règles d'un camp militaire qu'il faut venir appliquer. Là, ils sont tout le temps en train de montrer que oui, nous sommes militaires. Non, ce n'est pas possible. D'abord, déjà qu'ils quittent l'armée, qu'ils quittent le camp pour venir à la présidence, c'est qu'ils doivent concéder beaucoup de choses. Ils doivent être un peu diplomatiques. Mais c'est bizarre que c'est eux, les derniers, à faire un coup d'État, mais c'est maintenant eux qui veulent montrer que c'est militaire qui est venu au pouvoir. Non, quand même, le Mali est premier. Est-ce qu'aujourd'hui, on sent quand même que bon, il y a quand même une façon de vouloir être normal. Il y a quand même une façon de gérer, oui. Donc, le Burkina, oui, on voit le président burkinabé avec son peuple, c'est pas pour de bonnes solutions. Mais eux, on sent trop le militaire dans tout ce qu'ils font dans tout ce qu'ils prennent comme décision. Et là, ce n'est pas du tout bien, ce n'est pas bien. Le Bénin a déjà montré sa bonne foi. Je le disais à 2 reprises. Sa bonne foi à ouvrir les frontières, malgré qu'ils avaient maintenu les frontières fermées, le Bénin avait laissé les céréales aller de l'autre côté. J'entends dire aussi qu'ils n'ont même pas, qu'ils ne savent pas que le Bénin les envoyait des céréales et autres. Ça, c'est quand même, c'est pas sérieux de leur part. C'est assez gros comme mensonge. Exactement. C'est comme si le Bénin disait qu'ils ne veulent pas de leur oignon. C'est la même chose. Alors qu'on sait que l'oignon nigérien rentre au Bénin. Bien sûr. Donc, c'est là, il faut
comprendre quand même que il y a des échanges qui sont très importants. Ce n'est pas parce que vous avez l'oignon que nous avons besoin, ce n'est pas parce que nous avons le céréal que... comment vous pouvez dire qu'ils ne savaient pas qu'il y a ces échanges? Il y a ces échanges. Et c'est ça qui fait vivre les peuples, les peuples frères, les peuples qui sont même, qui vivent côte à côte. Ils parlent la même langue. C'est la langue de Malanville continue jusqu'à Gaïa. Donc, comment peuvent-ils dire qu'ils ne savent pas qu'il y a des échanges, que non, ils n'ont pas... Non, quand même, ça, c'est quand même trop gros pour être une vérité. Donc, qu'ils entrent en eux-mêmes, qu'ils sachent que ils ont besoin de gérer un peuple qui vit, un peuple qui a la force, un peuple qui arrive quand même à répondre à ses besoins. Ce n'est pas un camp militaire, ce n'est pas une formation militaire. Le temps, ce n'est pas une force, ça ne doit pas être une formation militaire pour le peuple, non. Et vous avez vu, les transporteurs nigériens ont été obligés d'écrire au général pour lui dire attention. Il ne faut pas qu'il pense que, oui, quand il disait qu'il proposait la création de pipeline à Gaïa, on le disait tantôt, Paris ne s'est pas construit. Même pipeline aussi ne s'est pas construit en un jour, au Bénin ici. Quand on regarde l'histoire, on se rend compte que la discussion, même on commençait depuis 2015. Donc, imaginez depuis 2015, c'est maintenant que nous sommes en train d'ouvrir. Et aujourd'hui, vous allez commencer les négociations au Togo. Pour combien de temps? Donc, quand même, il ne faut pas qu'ils pensent que c'est du jour au lendemain qu'ils pourront trouver des solutions. Là, nous sommes vraiment dans une affaire de relations internationales et eux-mêmes, ils ont plus besoin de nous que nous d'eux. Si on se fâche, on va pas faire de l'Union au Bénin. Et est-ce qu'ils ont vraiment les terres pour faire le céréal correctement? C'est comme eux aussi, ils ont dit qu'ils vont commencer à produire du maïs pour des années. Dans le désert? Ils l'ont dit. Dans le désert, d'abord, je connais un peu ce peuple. Même quand il y a leur roue, vous savez que ce n'est pas ceux-là, ils ne sont pas faits pour être cultivateurs. Wow. Ils ont une longue, la manche est tellement longue, il faut rester debout pour sa clé. C'est pas un peuple qui est fait pour... Ils n'ont pas la tabac? Non. Ça, il faut le reconnaître. Ils peuvent faire l'oignon, ils peuvent faire l'élevage, ils peuvent faire tout ça. Oui, c'est leur spécialité. Et on en a aussi besoin parce qu'on aime de la bonne viande des chèvres, des béliers qui viennent du Niger. Donc, on en a aussi besoin. On dépend beaucoup aussi d'eux. Maintenant que chacun comprenne que nous vivons dans une... Et laisser les histoires de philosophie, de gestion, de néocolonialisme venir perturber les relations entre deux pays. Ceux-là, ils sont heureux quand ils nous voient en train de nous chamailler. Les colons, ils sont heureux de nous voir en train de nous... C'est eux qui nous ont divisés d'ailleurs. Ils sont incapables de s'entendre, ces peuples-là, alors qu'ils sont les mêmes. Exactement. Pourtant, c'est eux qui sont en train d'allumer. Ils allument, mais... Ils allument le feu, ils l'activent, et après, ils viennent jouer aux pompiers. Comme le dirait bien Tikendia Fakoli. Exactement. Donc, on a tout compris. Et donc, c'est à nous, aux autorités, de vraiment comprendre cette stratégie. Il faut qu'ils comprennent qu'au-delà de courir derrière certains intérêts, il y a le peuple à qui ils doivent rendre compte. Et c'est eux d'abord. Le pouvoir, c'est pour le peuple et c'est par le peuple. Qu'ils ne pensent pas que... Non. Vraiment, moi, je suis quand même un peu peiné de voir que le général joue aux militaires jusqu'au Bénin. Non, si ses voisins sont militaires qui se comprennent, il n'y a pas de problème. Ici, ce n'est pas un militaire. Et je pense que le Bénin, on n'a pas besoin d'un militaire. On a juste besoin de quelqu'un qui a conscience que son peuple a besoin d'être épanoui, son peuple a besoin d'être heureux et son peuple a besoin de subvenir à tous ses besoins et qu'il travaille pour cela. Que ce soit avec... J'ai envie de revenir sur un aspect quand même qui aura beaucoup gêné. Vous fermez votre frontière, vous empêchez les gens de quitter chez vous pour le Bénin. Mais vous trouvez normal de dire à la Chine, partenaire au projet, d'informer les autorités béninoises qu'ils veulent envoyer des gens qui viendront inaugurer le pipeline ici à Cotonou, alors que vous avez empêché toute entrée du Bénin à partir de chez vous. Comment on peut comprendre cet acte-là? Non, ça c'était la plus grosse moquerie dans cette affaire, et je pense que c'est pourquoi j'ai dit la Chine
si elle doit, pour vraiment nous montrer qu'elle est sur une bonne voie de médiation, il faut que cette frontière s'ouvre rapidement d'ailleurs. Il faut que la frontière entre le Bénin et le Niger s'ouvre de côté Niger en fait. Parce que c'est trop de moquerie, vraiment, c'est trop de moquerie, c'est trop manqué de... C'est pourquoi je pense que le côté militaire, parfois, il faut aussi contrôler ça. Et il faut contrôler ça, ce n'est pas un camp militaire. Comment il peut... ce n'est pas beaucoup. Et ils ont cette facilité avec une tranquillité, avec d'expliquer les choses, d'expliquer. Oui, vous pouvez avoir mille raisons. Mais il y a des intérêts qui sont en jeu. Et qui nécessitent aussi qu'eux aussi se plient. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils sont tout puissants. Moi, je ne comprends pas. Vous n'avez pas le port. Même les routes, là, c'est au Bénin que les transporteurs viennent ici pour avoir la bonne route pour circuler. Maintenant, c'est vous qui voulez encore nous démontrer que vous êtes fort. Pourquoi? Parce que vous avez le pétrole? Non, il faut quand même c'était trop gros, c'est un gros manque de respect pour le pays, c'est un gros manque de respect pour le chef de l'État, et je pense que jusqu'à présent, je suis sûr qu'il n'est pas encore satisfait de tout ce qui se passe. Donc, vous voulez dire que la réaction a été à la mesure de l'attaque? Oui, mais comme je le dis, il fallait peut-être, vous savez, il fallait le faire, mais peut-être trouver aussi une solution pour que ça n'aille pas dans tous les sens comme nous l'avons vu. Et les discussions se sont faites, je ne sais pas, un peu en privé, mais le blocus a été trop public. Tout le monde a vu. Oui. Et maintenant que ça a été tellement public, vous avez vu, et c'est comme le disait tout à l'heure M. Chola, ces partis politiques, tous ces soutiens politiques n'ont pas aidé à aller vers le sens. C'est un aspect sur lequel on reviendra tout à l'heure. Ne vous en faites pas. Je prends l'avis de Ishola Djiguen sur la question. Comment avez-vous vécu cette escalade-là? Vous empêchez les gens, vous n'ouvrez pas la frontière, personne ne peut quitter chez vous pour entrer au Bénin, mais vous trouvez le moyen quand même de faire dire aux autorités béninoises que vous voulez venir inaugurer le pipeline. Non, c'est comme je l'avais déjà dit il y a quelques instants. C'était une plaisanterie de mauvais goût. C'était la plus, à la limite, j'allais dire, une très grosse erreur de la part des autorités nigériennes de la junte au pouvoir. Parce que notre cher ami l'a dit tout à l'heure. Et ici, on ne gère pas les questions d'ordre diplomatique. Les relations internationales ne se gèrent pas avec les humeurs. Il faut que le général Tiani comprennent cela pour que désormais ils puissent prendre véritablement la mesure des enjeux pour ne plus en arriver à des situations pareilles. Et d'accord? Et donc, aujourd'hui, nul ne peut accepter, encore que nous sommes un État, nul ne peut accepter... Un État souverain? Un État souverain. Nul ne peut accepter qu'on puisse, n'est-ce pas, le traîner dans la boue de cette façon. Le traîner et l'envoyer dans la gadoue, comme on le dit. Et non, c'est inadmissible. Aucun pays, je crois que sous d'autres cieux, cela aurait déclenché déjà toute une salve de ce que le nom que je ne voulais pas appeler ici. D'accord? Et donc, il faut que désormais, les autorités nigériennes mettent un peu de l'eau dans le vin pour qu'elles sachent qu'ils sont à la tête d'un État. Les militaires ne sont pas faits pour diriger un pays, pour conduire les questions d'ordre politique. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, il faut que le général Tiani s'entoure des techniciens, d'accord, qui vont lui donner les meilleurs conseils pour ne plus en arriver là. Parce que si jamais il le répète, n'est-ce pas, avec un autre pays, attention, j'imagine un peu ce qui pourrait, n'est-ce pas, survenir comme conséquence. Parce que nous sommes ici, le peuple béninois est un peuple pacifique. Ici, il n'y a pas de violence. Avec le Béninois, il n'y a pas de... Le Béninois aime, n'est-ce pas, du point de vue sociologique, psychosociologique, j'allais dire, nous aimons régler nos problèmes par le dialogue. Donc, c'est ça qui a prévalu sur les différents actes que le chef de l'État a pris pour qu'aujourd'hui, on en soit arrivé à un petit dégel.
d'accord, à ce début de dégel qui, ma foi, j'espère bien, qui finira par s'estomper totalement. Et donc, je voudrais souhaiter ou espérer qu'à la fin, n'est-ce pas, des pourparlers, que les frontières soient désormais ouvertes, grandement ouvertes, pour que les mouvements, la dynamique sociale entre les deux pays puisse se passer de façon très aisée. Alors, Emmanuel Tambéré disait tantôt la partition que les partis politiques ont eu à jouer. Vous avez été sensible à la chose, au déferlement de certains députés de la mouvance présidentielle, UPBR confondu, sur nos antennes pour venir, qui ont censé le chef de l'État, qui comprendre la pertinence de la démarche et qui encore pour dire que c'est ce qu'il y avait à faire. Je l'ai déploré tout à l'heure, ou il y a un instant, j'ai dit que les partis politiques soutenant les actions du chef de l'État ne lui ont pas rendu service. Encore que, il va falloir que pour les prochaines fois ou à l'avenir, que nous puissions, n'est-ce pas, assumer nos erreurs et que nous ne puissions pas, n'est-ce pas, en arriver à gérer cette question d'ordre diplomatique avec les humeurs, comme l'ont fait les autorités, la junte, au pouvoir actuellement au Niger. Et donc, par rapport à ça, il faut que le chef de l'État béninois, ça peut être lui, ça peut être d'autres aussi, les prochains chefs d'État, qu'ils sachent que cette question ne doit pas être réglée de cette façon. Qu'ils savent, n'est-ce pas, qu'ils sachent prendre la mesure des situations pour ne pas en arriver à des décisions qui vont créer des problèmes, pas à eux, mais au peuple, peuple surtout. Parce que ceux qui payent aujourd'hui le lourd tribut, qui payent par ailleurs ou parallèlement les enchères de cette situation dont ils ne sont pas auteurs, ce sont les opérateurs économiques. Ma grand-maman qui est à la frontière, qui vend peut-être je ne sais quoi, qui permet aux Nigériens de se nourrir au niveau de la frontière, qui va, n'est-ce pas, espérer quelques miettes, mais si je puis m'exprimer ainsi, quelques 10 francs ou 5 francs, et qui, n'est-ce pas, lui permet de joindre les deux bouts. C'est les opérateurs économiques. Vous avez, je ne sais pas si vous avez suivi Gaba, qui représente les importateurs nigériens et qui a donné de la voix aussi, qui a déploré la situation. Tout le monde, en tout cas, a appelé à l'apaisement. Donc, il faudrait que désormais, je crois que Modeste Oboula aussi s'est exprimé là-dessus. Il a dit qu'il faudrait que nous assumions, n'est-ce pas, nos erreurs. Les choix que nous faisons dans la gestion de ces genres de crise. D'accord? Je crois qu'il faisait allusion un tout petit peu à la manière dont le chef de l'État s'était levé pour aller parler à ses homologues, de dire il faut sanctionner le Niger, il faut fermer la frontière. Et aujourd'hui, tout, n'est-ce pas, tout ça nous retombe dessus. Il faut que nos autorités puissent prendre conscience désormais il faut éviter ce genre de situation. D'accord? Parce que c'est une question au-delà de tout qui pourrait être réglée aussi facilement. On n'avait pas forcément besoin d'en arriver à un veto ou à un embargo, n'est-ce pas, de l'embarquement du pétrole nigérien. Cela pourrait être réglé. Il aurait tout simplement suffi que le chef de l'État prenne son avion et puis débarque au Niger. Est-ce qu'il faut le chasser? Je ne crois pas. Est-ce que c'est un homme? Vous pensez que son avion aura eu l'autorisation? Non, cela suppose d'atterrir? Mon cher Peggy, cela suppose des démarches préalables. Oui. Au niveau des ministères des Affaires étrangères. Donc les deux pouvaient, n'est-ce pas, se parler. Et je ne crois pas que les Nigériens puissent, n'est-ce pas, rejeter une pareille offre. Non. Ça les aurait, n'est-ce pas, surpris que le chef de l'État béninois se soit déplacé en personne pour venir vers eux. Ça allait dégeler la situation. Rapidement, oui, c'est ça. C'est humain, attention. On dit, malgré tout ce qu'on dit du chef de l'État, il est égoïste, il est si, ça, il n'est pas humble, mais il aurait fait que lui-même, n'est-ce pas, allait dégeler rapidement la situation. Oui, mais est-ce que le général Tchiani est en disposition de le recevoir et de discuter avec lui? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, c'est quand même, comment dire, une voie qui aurait pu être choisie. Explorer, oui, d'accord, mais je crois que cela fait partie de l'une des causes qui ont amené, n'est-ce pas, à la junte à raidir sa position. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, entre-temps,
on a eu vent de ce que les autorités nigériennes déplorent le fait que le chef de l'État béninois envoie les émissaires qui ne maîtrisent rien de la situation. Ils l'ont déploré. Et donc, cela aurait tout simplement suffi déterminer le chef de l'État à prendre son bâton de pèlerin pour aller, in titu personnel, négocier cette situation. Et en finir une fois pour toutes. On n'en arrivait pas, n'est-ce pas? On n'allait pas en arriver ici à un embargo ou une radicalisation, n'est-ce pas, de la position des Nigériens. Et donc, désormais, comme vous avez posé la question tout à l'heure, il faut que les chefs de partis politiques soutenant les actions du pouvoir, les actions du chef de l'État puissent, n'est-ce pas, s'agir. Il faut qu'ils s'autodisciplinent. Parce que ce n'est pas normal. Nous disons que nous avons une crise. Nous sommes dans une situation qui impacte négativement tout le monde. Mais la meilleure manière, ce n'est pas de le pousser, n'est-ce pas, dans le trou. Non. Voilà ce que j'ai l'habitude de déplorer. Dans la manière dont notre pays, hélas, se gère aujourd'hui. Cette gouvernance qui se met, n'est-ce pas, au-dessus de l'intérêt du peuple. Non, je crois qu'on ne dirige pas des moutons. Les Béninois ne sont pas des moutons, encore moins des briques de 15. Ne sont pas des attrape-gogo, ne sont pas des niais, des crédules jusqu'à ce point. Non, il faut que désormais cela soit clair dans la tête des dirigeants de notre pays. Les chefs de partis politiques n'ont aucun intérêt à pousser le chef de l'État sous prétexte, n'est-ce pas, d'un soutien ou d'une appartenance à la mouvance présidentielle ou d'un soutien à ses actions pour le pousser davantage dans la falaise. Non, c'est pas normal. C'est inadmissible, c'est non-sens en réalité. Donc, il faut que ce soit ABR, que ce soit UPR et les micro-partis qui soutiennent les actions du gouvernement puissent comprendre que désormais, attention, c'est une voie qu'il ne faut pas explorer. Désormais, quand il y a crise, le chef de l'État, surtout, est, n'est-ce pas, à une situation, n'est-ce pas, condescendante avec l'un de ses homologues des pays de la sous-région. Il va falloir l'appeler, n'est-ce pas? Il faut le soutenir dans un sens positif et non dans le sens négatif. D'accord? Il faut l'appeler au dialogue. Comme tout le peuple béninois, comme un seul homme l'a fait. Mais à leur niveau, on a senti que, bon, désormais, bon, il faut que, bon, comme le chef de l'État lui-même, bon, il a pris sa décision, non, il reste dessus, non, il ne bouge pas, non, donc, tant que les autres aussi ne vont pas écouter ce que je dis là, non, écoutez, vous ne dirigez pas des poussins, ce n'est pas des animaux. Nous avons tous de la jugeote. Nous sommes des humains. Nous sommes tous de la jugeote. Donc, il faut que ces chefs de partis politiques-là, ceux que je viens de citer, que ceux-là, ça s'agisse, qu'ils mettent de l'eau dans leur vin pour les fois à venir. Sinon, attention, ce sont eux qui vont... ils seront même d'ailleurs les premiers, n'est-ce pas, après le départ du chef de l'État, à critiquer ses actions, cette manière de faire, cette position qu'il avait prise pendant qu'il était encore au pouvoir, qu'il était à la Marina. Et donc, ce ne sont pas eux qui sont au pouvoir. Ils ne sont pas redevables vis-à-vis du peuple béninois. C'est le chef de l'État qui est redevable. Et donc, avant de prendre une décision, il doit pouvoir mûrir ses réflexions avant de les prendre pour que cela n'impacte pas négativement les intérêts du peuple, l'intérêt supérieur de la nation. Et donc, moi, je vois ces partis politiques dans une posture de mauvaise aloi. Et donc, oui, dans une posture de mauvaise aloi, parce que tout le monde s'attendait à ce qu'on appelle le chef de l'État. Ces partis appellent le chef de l'État au dialogue. Ils ne voient pas comment ça se passe à l'extérieur. Ce que nous suivons, tels des moutons de Panurge, ce dont nous avons hérité, n'est-ce pas, le système démocratique, le système politique. Nous n'inventons absolument rien. Il faut que ceux-là suivent ces exemples-là. Quand il y a problème, vous voyez comment Macron fait. Il réunit, n'est-ce pas, les anciens, il appelle les anciens chefs de l'État qui viennent lui donner, chacun vient donner sa position, il vient donner son avis. Ah non, moi je souhaiterais que, attention, que la France n'aille pas dans telle direction. Moi je souhaiterais que la France aille dans telle direction. Je souhaiterais que la France évite une pareille position. Donc, etc. Et ça permet au chef de l'État de faire la synthèse de tous les avis qu'il prend et pour prendre la décision, la bonne d'ailleurs. Et vous voyez comment ça se passe.
Donc, il faut que nos chefs de parti politiques, ceux que j'appelle d'ailleurs des politicaillons, puissent, n'est-ce pas, s'assagir et se discipliner pour ne pas pousser le chef de l'État, le leader charismatique, dans du n'importe quoi, si je puis m'exprimer ainsi. D'accord. Emmanuel Tambéré, sur la question. Oui, donc j'avais commencé par l'aborder. Déjà, je disais que c'était pas bien que voilà d'encourager. Ce n'est pas toujours en caressant dans le sens des poils qu'on trouve des bonnes solutions. Non, il faut être capable. Je pense même que le chef d'État serait content de voir qu'il y a des gens qui s'opposent parfois autour de lui, qui disent non, et puis qui donnent réellement, qui prouvent pourquoi il a dit non. Donc, ce n'est pas tout le temps en encourageant, en disant oui, c'est ça. Et donc là, moi, ce qui a fait que, je pense que ce qui aurait même pu être évité dans cette affaire, c'est vraiment d'abord la façon dont on a publié le blocage là. Il y a des dossiers sensibles sur lesquels la population n'entend que quand c'est déjà vraiment assez cuit. Des relations entre pays frères comme ça, et puis et voilà, l'autre a tapé, et puis on met ça au public de cette façon. On a froissé les relations pour rien du tout. Aujourd'hui, les relations ne sont plus vraies, même si elles se réparent, il y aura toujours, il y a une blessure, il y aura une cicatrice. Donc, je pense que chacun sera sur son pied d'attaque pour éviter que, à chaque fois que... Donc, vous voyez, on aurait pu... Dans le silence, dans le silence le plus absolu, voilà, régler ça entre eux, voilà, avant de laisser tout le monde, voilà, ceux qui cherchent de nouvelles positions, ceux qui veulent être toujours là, et qui disent ce que même parfois même ne pensent pas, ce qu'ils ne croient pas. Ouais, c'est quand ils quittent. Ils veulent toujours faire entendre au chef la musique qu'il veut, pour ne pas subir peut-être des représailles. Il faut les comprendre aussi. Hein. On a les exemples, non? Il y en a qui ont déjà commencé par être un peu plus clairs actuellement, qui ont maintenant une vision et leur propre opinion sur certains sujets. Alors qu'en même temps, c'était aussi pareil. Donc, il faut pas... Même, je pense que ça doit même inquiéter un peu le chef de l'État. C'est tous ceux qu'on connaît, qui étaient là à défendre tout. Et dès qu'on les sort... Ils sortent du pays et puis ils commencent pas maintenant à avoir leur propre opinion qui est contraire à l'opinion du chef de l'État. J'aime bien l'expression leur propre opinion. Oui. Donc ça veut dire qu'avant, c'était une opinion colportée. Bien sûr, c'est exactement ça. Donc il se dira aussi que il faut ceux qui sont aussi là, ils sont pleins. Ils seront pleins dans le même cas. Parce que tous ceux qui sortent, le lendemain, c'est juste, on s'en rend compte que il y avait vraiment leur propre opinion. Donc, il y a quand même un problème. Et celui qui se lèvera parmi eux pour être vrai devant le chef de l'État, pour toujours lui dire la vérité, pour toujours le prévenir sur certaines choses, je pense que cette personne sera bien vue. Et c'est ce qu'il faut plutôt chercher que de continuer toujours par caresser le chef de l'État dans le sens de ses poils pour espérer. Je crois que Patrice Talon est un homme bien averti. Il sait ceux-là qui lui disent la vérité, ceux-là qui sont dans la démagogie, privilégiant leurs intérêts partisans. Il le sait très bien, c'est un damoiseau de la classe politique. Et lui-même, il est resté dans l'ombre, il a fait la politique dans l'ombre et il maîtrise tout. Quand bien même l'homme ne peut pas tout maîtriser, mais il maîtrise la majorité des comportements des hommes politiques. Et il sait comment les coincer. Il est très, très intelligent, très futé sur la question. Et par rapport à ça, comme l'a dit notre cher ami Tambéré tout à l'heure, donc le chef de l'État était très bien, malgré qu'ils l'ont poussé. Ils ont dit, non, on soutient le chef de l'État, non, le Niger n'a pas raison, tout cela. Vous avez vu ce qui s'est passé les lendemains? Vous avez vu le dégel? Tout de suite. Oui. Ça veut dire qu'il ne les a pas écoutés. Ouais. Il ne les a pas écoutés. Patrice Talon ne les a pas écoutés. Il est suffisamment intelligent pour ne pas encore s'empêtrer dans une telle opinion. Une opinion aussi nauséabonde. Malheureusement, nous sommes à la fin de cette émission, mais est-ce que vraiment on peut faire confiance à cette mouvance-là? Est-ce qu'il arrive que cette mouvance-là puisse dire la vérité à son chef? Non. Je crois que la situation du Niger, n'est-ce pas, la crise qui est survenue, le bras de fer qui est survenu entre le Bénin et le Niger a montré encore à suffire, pas suffisance, à suffire que les hommes politiques sont ce qu'ils sont, ils demeurent ce qu'ils sont, ils sont lunatiques, ils sont changeants, ondoyants, mouvants. Et donc, le chef de l'État ne doit absolument pas leur faire fiance.
ou concentrer, n'est-ce pas, toutes ces réflexions, sa pensée sur les partis politiques, n'est-ce pas, pour gouverner le pays. Donc, ceux-là privilégient leurs intérêts et chacun va dans son sens. Merci à vous, Ishola Djiguin, journaliste, directeur de publication de Providential News. Merci également à Emmanuel Tombéré, activiste sur les réseaux sociaux, pour ce débat vraiment nourri, ce débat, j'allais dire, éclaircissant, hein, qui aura permis les uns et les autres de comprendre un certain nombre de choses. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody, c'est le pied.